Your Excellency, Mr. Sufyan Hamed, Minister of Finance and Economic Development of Ethiopia, and our gracious host, Mr. Osorio, Nestor Osorio, President of ECOSOC, welcome back to Ethiopia, the land that gave your own country some of its richness, coffee. Mr. Hu Hongbo, Under-Secretary General for Department of Economic and Social Affairs, and dear colleague, dear ambassadors, heads of delegation, ladies and gentlemen. Allow me to first thank and commend the government of Ethiopia for hosting this important high-level symposium to discuss the future and the features of a renewed global partnership for a post-2015 era. The Economic Commission for Africa is pleased to be associated with this event, and I wish to extend you all a warm welcome to our premises. This event is occurring in a context of renewed optimism about Africa's development prospects. The discourse has shifted from Africa as a hopeless continent to Africa as a vibrant frontier market and an emerging pole of growth. On the economic front, the continent's unprecedented growth over the past decade has been remarkably resilient to the global economic crisis. Between 2000 and 2009, 11 African countries grew at an annual rate of 7% or more, which is considered sufficient to double their economies in 10 years. Africa's collective GDP, at over $2 trillion today, is roughly equal to Brazil's or Russia's and larger than India's. Despite the sovereign debt crisis in Europe and the subdued growth in North America and Japan and a slowdown in BRICS, Africa's medium-term growth prospects remain strong and social and political indicators have also improved. The continent has experienced significant achievements in primary enrollment, gender parity in education, and other MDG indicators. The prevalence and incidence rates of HIV/AIDS have declined, and maternal deaths have dropped significantly. But despite the continent's economic performance, unemployment remains high, particularly among the youth. Almost a third of children enrolled in primary schools will not complete a full course of study. The gains in HIV/AIDS and malaria have been driven by access to vertical funds. The continent still has the highest maternal and child deaths. Nearly half of the population is considered poor, and Africa MDG progress is below par. There is no doubt that global partnerships can provide the impetus for tackling the key socioeconomic developments challenging the continent. If I take the example of India, from being one of the world's largest recipients of foreign aid in the mid-1980s, India has become a net donor, with foreign aid constituting less than 0.3% of its national GDP, and it is now a member of the G20 and the BRICS. The development performance of that country of 1.2 billion is one of the most spectacular of the past 50 years. The country led an agricultural revolution, transforming it into a net exporter of food, doubling its life expectancy and halving its poverty rate. Global partnerships can work for Africa if they are aligned with the strategic vision of the continent and buttressed by a unified continental voice. In contrast, the partnerships that underpin the MDG framework did not go far enough to address some of the daunting challenges facing African countries. The imminent end of the MDG era thus provide an opportunity to revisit and reframe global partnerships, the MDG 8 as we call it, in a way that is mutually beneficial and sustainable. It is in this context that I find the theme of this meeting both relevant and timely.
Notwithstanding the significant increase in the volume of aid recorded between 2000 and 2010, the DAC donors are still at 0.39 percentage points below their commitment to provide 0.7% of their global national income in the form of aid to developing countries. The situation is no better for the least developed countries, landlocked developing countries, and small island states, which are unfortunately still highly aid dependent. ODA to LDCs fell to 0.10% of donors' global national income, down from the record 0.11% posted in 2010. So the tendency is for decline. ODA is currently trending downward, due in part to the Eurozone sovereign debt crisis. This situation is projected to continue well into 2016. This phenomenon is occurring at precisely the time when resources are needed to ramp up efforts towards achieving the MDGs by 2015. The timing of the decline in ODA could not have come at a worse moment. Beyond quantitative ODA targets, the development impact of ODA hinges on the quality of aid. Progress is in untying aid, reducing its volatility and unpredictability, has been sluggish and uneven. Invariably, these practices increase the cost of aid and raise legitimate questions about the extent to which ODA is becoming completely concessional. These trends represent a failure in mutual accountability that underlines the global partnership for development envisaged in the MDGs and in development effectiveness agenda. Global trade patterns are also not very encouraging. At the dawn of the adoption of the next set of global development goals, Africa's contribution to global trade remains marginal, around 3%, and largely unchanged since 2000. And Africa's trade is still dominated by primary commodities. Efforts to increase the continent's share of global trade through aid for trade and preferential market access initiatives have yielded mixed results. Aid for trade commitments and disbursements to Africa have increased in the recent years, but disbursements have always fallen short of the commitments. Furthermore, the proportion of developed country imports from Africa, admittedly duty-free, has generally stagnated. These trends are unfortunate, since trade represents an important mechanism for promoting enduring economic growth and employment in developing countries. Mesdames et Messieurs, les résultats mitigés enregistrés concernant l'objectif 8, d'une part, et l'ambition qui nourrit l'Afrique de réaliser une croissance transformatrice durable, de l'autre, justifie que nous repensions la notion de partenariat mondial. Cela étant, nous devons garder à l'esprit l'hétérogénéité des pays africains. Les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits pays insulaires en développement sont des groupes de pays ayant des caractéristiques spécifiques. Par exemple, l'accès aux marchés mondiaux est une préoccupation majeure pour les pays les moins avancés en général, tandis que les pays insulaires et les pays sans littoral sont de manière générale particulièrement vulnérables au changement climatique. La déclaration du millénaire a pris acte des besoins spéciaux de ces groupes de pays. Une telle attention particulière doit trouver son expression dans le prochain cadre de partenariat global, qui devra faire encore mieux en ce qui concerne les moyens de financement accessibles aux pays les plus vulnérables. Quelles sont quelques-unes des caractéristiques souhaitables pour un nouveau cadre mondial de partenariat? Les partenariats mondiaux restent indispensables pour répondre à des préoccupations planétaires telles que les changements climatiques, les conflits et l'insécurité, l'instabilité financière, les flux illicites de capitaux ou les menaces qui pèsent sur la santé.
Mais les partenaires mondiaux doivent être aussi fructueux et mutuellement bénéfiques. Pour qu'ils le soient pour l'Afrique, il faudrait les axer sur la prise en charge des priorités de développement du continent lui-même. Si chaque pays a ses propres priorités, deux domaines sont communs à la plupart des pays africains: la transformation structurelle et le développement des capacités nécessaires à la mise en œuvre et au maintien d'un programme de transformation. Les partenariats et les financements mondiaux devraient, en dernier ressort, promouvoir l'autonomie et l'autodétermination des États africains, y compris en soutenant le développement des compétences et des technologies, ainsi que l'industrialisation. Un nouveau partenariat mondial doit éviter la logique donateur-bénéficiaire qui sous-tend nombre de cibles de l'objectif 8 et qui renforce la dépendance vis-à-vis de l'aide de nombreux pays en développement, notamment en Afrique. Les partenariats doivent promouvoir en sorte un commerce équitable et des investissements étrangers directs et instaurer la coopération avec le secteur privé local. Parallèlement, les pays africains doivent s'approprier davantage leur programme de développement. Il faudra pour cela que les pays procèdent à une évaluation honnête et critique de leur potentiel de ressources internes et élaborent des stratégies de mobilisation de ces mêmes ressources destinées à la mise en valeur de ce potentiel. La mobilisation de ressources internes n'est pas seulement une affaire de collecte de fonds. Il s'agit aussi de restaurer l'obligation pour l'État de rendre compte à son peuple. Il s'agit de rétablir la responsabilité inversée de l'État vis-à-vis des partenaires du développement, inversion qui a sapé la légitimité et la crédibilité de l'État. La responsabilité mutuelle, les mécanismes de mise en œuvre et des mécanismes favorisant le respect par les firmes multinationales de normes et de règles internationales devraient être des composantes essentielles du futur cadre de partenariat mondial. La mise en œuvre de l'obligation de rendre compte exigera de solides cadres de suivi et d'évaluation, mais d'abord et avant tout, de bonnes données de référence à compter de 2015. Par conséquent, une attention et un appui particulier doivent être dès à présent accordés au système statistique officiel et au système d'information complémentaire. Le nouveau cadre doit prendre en considération les conditions initiales de chaque pays. Ceci est important, car les résultats devront être appréciés à l'égard du chemin parcouru par rapport au point de départ. Nous ne pouvons pas répéter l'erreur méthodologique consistant à évaluer les progrès de chaque pays par rapport à un objectif universel, comme s'ils partaient tous du même niveau. Honorables invités, en conclusion, je voudrais dire quelques mots sur les parties prenantes du nouveau cadre de partenariat mondial. Le futur partenariat mondial devra s'associer de nouveaux acteurs. La liste des intervenants externes devait être complétée en faisant appel à des parties prenantes locales, notamment le secteur privé, les parlementaires, la société civile, les fondations privées, les femmes et les jeunes. En particulier, la voix de la jeunesse doit être entendue sur le plus jeune des continents. À cet égard, il est poignant de vous mentionner l'interrogation d'une jeune femme qui se demande, et je cite, « Comment mes grands-parents, qui appartiennent à l'ère analogique, pourraient-ils décider de mon avenir à moi qui vis dans l'ère numérique ?» Nous ne devons pas renoncer au principe des responsabilités communes, mais différenciées, en particulier en ce qui concerne les changements climatiques. Les gouvernements des pays à revenus élevés doivent donner l'exemple en adoptant des technologies à faible émission de carbone et des modes de production et de consommation durables. Ils devraient également promouvoir un système commercial international plus équitable et améliorer la coordination pour un meilleur système financier. Les pays en développement, quant à eux, doivent faire une utilisation prudente des ressources, mais la bonne gouvernance n'est pas de la responsabilité exclusive des pays pauvres. Les pays riches devraient combattre les flux illicites de capitaux et encourager leurs entreprises opérant dans les pays en développement à avoir des comportements exemplaires.
les prix de transfert, pratique qui consiste pour les firmes multinationales à transférer leurs bénéfices dans un pays à faible taux d'imposition vers l'autre, coûtent à l'Afrique plus que l'aide publique au développement chaque année. Aucune autre région n'a autant souffert de la fraude fiscale et du pillage de ses richesses nationales par des sociétés offshore. Ces problèmes mondiaux exigent des solutions multilatérales. Mesdames et messieurs, alors que nous passons à un nouveau programme de développement, dans la détermination à négocier un partenariat mondial et une architecture de financement qui respecte les priorités de développement de l'Afrique, favorise les intérêts mutuels des pays développés et des pays en développement et tiennent de manière crédible toutes les parties responsables de leurs actions. Faute de quoi, nous aurons manqué à notre devoir en tant que dirigeants de nos institutions, de nos communautés et de nos pays. Je vous remercie de votre aimable attention.